Now, we've got still quite a few days of debate on the coupe de jour de débat. I know we're getting noisy already. It seems like everybody has that first set of coffee in them and they're feeling ready to go, but I just want to make sure that we all respect each other's rights in this chamber to make sure we have an opportunity to speak and ask questions, that we can actually hear the questions, we can actually hear the responses as well. Reprise du débat, l'honorable député de Abitibi-Témiscamingue. Merci, Monsieur le Président. Permettez-moi d'abord de joindre à ce débat sur la légitimité d'invoquer la loi sur les mesures de guerre. Il s'agit d'un sujet fort important. D'urgence, pardon, effectivement. Il s'agit ici de... Je sais que les députés ont bien hâte d'entendre mon point de vue. Merci d'être ici d'ailleurs. Mais avant, permettez-moi d'abord de saluer le travail des forces policières dans le professionnalisme et les interventions qui ont été faites hier. Je tiens à remercier aussi les citoyens d'Abitibi-Témiscamingue pour la résilience dont ils ont fait preuve et le courage du personnel de santé qui travaille fort depuis de nombreux mois déjà pour nous tous. Le personnel des services de garde, du réseau de l'éducation qui ont bravé ce virus à tous les jours et permettent aux enfants d'apprendre à devenir des grands. Je vous en remercie. Je pourrais vous énumérer plein d'autres personnes qui ont travaillé fort et pour faire rouler notre économie locale dont je suis fier. Je me fais le porte-parole d'une région ressource pour qui la capacité de se relever de ces soubresauts d'économie a toujours été valorisée et qui ont fait preuve d'innovation. C'est dans cette voie que nous devons nous engager. Je suis sensible à la situation particulière qui est imposée chez nous, comme dans toutes les régions du Québec et du Canada. Cette pandémie a certes bien des malices que l'on a découverts et tenté de contrôler par des mesures qui ont restreint nos libertés. Mais tout le monde le sait, ce sont des mesures temporaires. Ils savent bien, tellement bien qu'ils sont venus nous le dire de bien des façons. Nous espérons que tout ça va se terminer sans violence. Présentement, nous débattons ici pour dire au premier ministre, aux députés libéraux et ceux du NPD que nous n'en voulons pas de l'application de cette loi. Ce premier ministre l'a invoqué pour des mauvaises raisons. Premièrement, il n'a pas réussi à nous convaincre que c'était une situation dangereuse et urgente partout au Canada. Le danger, il est en Ontario, à Ottawa, et c'est les provinces qui ont le pouvoir, et ils n'en ont pas voulu de l'application de cette loi sur leur territoire. Et deuxièmement, il est impossible de faire face avec les lois qu'on a déjà, et c'est faux. J'espère que tous les députés comprennent bien à quel point le recours à la loi des mesures d'urgence est lourd de conséquences, et j'en doute, Monsieur le Président. La loi sur les mesures d'urgence donne au gouvernement fédéral des pouvoirs spéciaux pour faire face à des situations urgentes et critiques, une situation qui doit être insurmontable que par l'octroi d'encore plus de droits du gouvernement fédéral, et il a le droit de le faire que si tous les autres moyens ont été épuisés. Et ça inclut le dialogue. C'est une loi qu'on doit utiliser avec parcimonie. Et le privilège que nous avons, c'est de pouvoir décider si le moment est opportun. Nous avons l'obligation de sous-peser chacune des exigences de cette loi sur les mesures d'urgence. Parce que le premier ministre du Canada a fui ses responsabilités et qu'il a clairement manqué de leadership par ses agissements et ses mauvaises décisions. Par sa faute, il a mis de l'huile sur le feu et c'en est fait. Comme les ennemis, les gens les plus à droite et même ceux à gauche dans la population. C'est une grave erreur de mettre tous les manifestants dans le même panier à ce stade-ci, Monsieur le Président. Toutes les analyses et les spécialistes en gestion de crise s'entendent qu'il est prématuré et inapproprié d'invoquer cette loi. Mais le gouvernement n'entend pas reculer. On joue les gros bras. Le diable, comme on dit, est dans les détails. C'est relativement assez gênant pour le premier ministre libéral de faire à ce stade-ci un aveu qu'il aurait fait fausse route et qu'il paye le prix pour ses mauvais choix. Mais, Monsieur le Président, j'espère qu'il réfléchit sérieusement à son avenir. À quoi s'attendre maintenant des provinces? Pour être clair, je pense que le gouvernement du Québec a fait son devoir. Au Québec, on ne veut pas donner de pouvoir à un premier ministre qui s'est défilé de ses responsabilités. Le Bloc québécois va faire une lutte farouche à une loi qui apparaît comme une opération de camouflage d'un échec politique du premier ministre. On va clairement voter contre la loi sur les mesures d'urgence. Nous ne voulons pas d'une loi sur les mesures d'urgence sur le territoire du Québec, point à la ligne. L'utilisation de cette loi doit être mieux et clairement justifiée devant les députés et les sénateurs. L'efficacité de cette mesure est questionnable. Il est maintenant très clair aux yeux de tous que le premier ministre a invoqué la loi sur les mesures d'urgence, non pas pour mettre un terme aux manifestations qui bloquent le centre-ville d'Ottawa et des postes frontaliers au pays, mais pour rétablir la confiance de la population à son égard. L'utilisation politique, encore une fois.
Est-ce que le gouvernement peut faire ce qu'il veut? La réponse est non, Monsieur le Président. La loi impose des limites. Le gouvernement est aussi limité par ce Parlement et heureusement. La Chambre des communes ou le Sénat peut mettre fin à cette déclaration. De plus, le Parlement examine tous les 2 jours les décisions prises par le gouvernement fédéral. Le Parlement peut alors les modifier ou les supprimer. Mais à quoi doit servir une telle loi? Une loi sur les mesures d'urgence impose des mesures exceptionnelles. C'est une loi qui vise à donner au gouvernement la légitimité de venir dicter les façons d'agir à l'intérieur d'un territoire défini et d'établir l'ordre qui existait avant la crise. Il y a donc un début et une fin. Il y a des personnes qui perturbent ou qu'il est prouvé qu'ils sont à la source des perturbations. Le gouvernement peut imposer des peines sévères pouvant aller jusqu'à l'emprisonnement. L'ascension des gouvernements provinciaux est nécessaire. Qu'est-ce que la loi des mesures d'urgence permet? Évidemment, limiter ou interdire des déplacements vers une destination en provenance d'un endroit en particulier, limiter ou interdire des rassemblements qui pourraient troubler la paix, identifier et aménager des lieux protégés, prendre contrôle des services publics. Vers la fin des années 80, le gouvernement a réfléchi d'abroger cette loi sur les mesures de guerre pour permettre un débat sur les mesures d'urgence. Jamais il n'aurait cru qu'un premier ministre l'aurait invoqué, à moins d'une situation exceptionnelle et que tous les autres moyens auraient été épuisés. Les députés en Chambre avaient prévu tellement de conditions, incluant un débat dans cette Chambre et au Sénat, pour s'assurer qu'un moyen. En aucun moment, le gouvernement serait tenté de s'approprier de pouvoir de la sorte pour des raisons politiques. C'est épouvantable, Monsieur le Président. Ce gouvernement libéral a impunément mis de côté l'esprit de la loi pour servir des intérêts, ses intérêts, et éviter d'assumer ses mauvaises décisions. C'est vraiment désolant. Ça me semble une évidence. Le seuil nécessaire pour invoquer cette loi sur les mesures de guerre, d'urgence, n'a pas été, à mon avis, atteint. Le NPD et les libéraux font fausse route. Ils font de l'aveuglement volontaire, délibéré, et s'abstiennent de vérifier les faits. C'est irresponsable. On ne doit pas tourner le dos, Monsieur le Président, aux gens qui nous ont donné le privilège de les gouverner. Ce sont ces personnes qui sont venues nous dire dans les rues, essentiellement, c'est qu'ils ne sont pas bien. Ils veulent un retour de leurs droits d'avant la crise sanitaire. Le risque d'avoir des débordements était prévisible et l'inaction des services publics a contribué grandement à ce qui s'apparente maintenant d'une situation de siège autour de la colline parlementaire. Comment peut-on invoquer une telle loi sur les mesures d'urgence alors qu'il évite de prendre position et que le gouvernement s'est caché de ses responsabilités? On a demandé au gouvernement fédéral de nous déposer un plan. Les manifestants canadiens et québécois nous disent qu'ils sont tannés, qu'ils ont hâte de retrouver un semblant de vie normale. Ça s'en vient, le gouvernement du Québec a fait des annonces. Monsieur le Président, le premier ministre agit comme s'il n'écoutait pas les conférences de presse des provinces. Je crois sincèrement qu'il aurait avantage à le faire. Il réaliserait bien des choses, commençant par le fait que tout le monde est d'avis que c'est une bien mauvaise idée à ce stade-ci. S'il s'était mouillé depuis le début de cette crise, il réaliserait que les réactions sont mitigées au sein de la population. Les nombreux courriels que nous recevons à nos bureaux, je veux que mes concitoyens sachent que nous les considérons. Vous nous avez exprimé plein de choses allant de l'excitation, du soulagement, de l'indifférence, des doutes et de la déception. Les pouvoirs que le gouvernement libéral se sont donnés ne sont même pas appropriés. Le fédéral ne devrait pas avoir le droit de geler des comptes bancaires avant même d'avoir déposé un plan comprenant un possible retour à un environnement beaucoup moins contraignant, comme ils l'ont fait les autres gouvernements à ce jour. Concrètement, la pandémie a fait des victimes, surtout chez les aînés. Il y a des gens qui ont vu leur pouvoir économique réduit. Les entreprises de tous les secteurs ont dû s'ajuster. On essaie des choses au niveau des mesures de santé, l'encadrement, ce qui est demandé. Ça se comprend. La pandémie a frappé tous les Canadiens, tous les Québécois. La clé reste toujours dans l'information, ce qu'on communique aux gens. Ceci cause des retards et de l'incompréhension dans la population qui sont à la recherche d'informations de qualité. Le doute est légitime. Le dire et le manifester est légitime. L'insurrection et l'abdication ne l'est pas. Le gouvernement avait la responsabilité de répondre à nos questions et donner de l'information sur ce qui est exact. S'il l'avait fait au moment opportun, on n'en serait pas là. Lorsque des mesures sont nécessaires et pertinentes et qu'ils nécessitent des changements dans la liberté des gens, il faut s'exprimer à ces gens-là, à notre monde. Depuis 3 semaines, le premier ministre ne viendra pas nous dire qu'il n'avait pas de ressources disponibles. Il sait fort bien qu'il y avait des ministres qui étaient capables de libérer des ressources pour venir en aide au gouvernement provincial d'Ontario et des services policiers d'Ottawa.
Les services de police d'Ottawa ont fait une demande pour des ressources additionnelles pour gérer les convois, mais la réponse du gouvernement fédéral, Monsieur le Président, c'est que les agents de la GRC étaient autour de la colline simplement. Est-ce qu'il était vraiment nécessaire? Est-ce qu'il aurait été plus approprié de les mettre ailleurs, sachant que les convois de camions se dirigeaient vers Ottawa? Des camions qui arrêtent à une lumière, c'est une chose. Des camions en plein milieu des rues, c'est une autre chose et c'est illégal, Monsieur le Président. Et en aucun cas, j'appuie cette occupation. Monsieur le Président, le gouvernement fédéral s'est traîné les pieds alors que la Ville d'Ottawa demandait des renforts, sachant fort pertinemment que lundi, suivant le début des manifestations, les camionneurs ne partiraient pas. Le premier ministre du Canada aurait pu exercer ce type de leadership. Il est évident. Merci, Monsieur le Président. Questions et commentaires, questions and comments. L'honorable député de Châteauguay-Lacolle. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je suis d'accord avec mes collègues de l'autre côté que c'est très triste qu'on ait rendu à cette situation, que notre gouvernement a été obligé de déclarer des mesures d'urgence. Mais quand on parle de 1970, moi j'étais là aussi, je m'en souviens très bien. Puis il y avait un élu qui était assassiné à cette époque-là. Un élu, pas juste un homme, là, un élu de l'Assemblée nationale. Puis c'est pas pour rien qu'il n'y a personne dans l'Assemblée nationale du gouvernement qui promène sans avoir la sécurité. Mais ma question aujourd'hui, Monsieur le Président, c'est que le gouvernement Legault, la Ville de Québec, ont bien agi. Ils ont fait ce qu'il fallait. Malheureusement, ici à l'Ontario puis ailleurs, c'était pas le cas. Comment il explique que 72 % des Québécois, selon un sondage, appuient la déclaration des mesures d'urgence? L'honorable député de Abitibi-Témiscamingue. Merci, Monsieur le Président. Merci à ma collègue pour son intervention. Je tiens juste à dire que non, moi, je n'étais pas né en 1970. Je n'étais pas là. Ce qui demeure pour moi, c'est le traumatisme qui a été vécu par des centaines de Québécois. Ce traumatisme-là, on est en ce moment dans une situation dont on est à même de le revivre. Il y a une responsabilité qui appartient au gouvernement. Ils ne l'ont pas fait. En ce moment, je sens un gouvernement qui est en train de faire de la propagande, qu'on est en train d'utiliser des symboles de gens. On n'écoute pas ce qui se passe dans la rue. Et ça, je trouve ça encore plus grave que les propos qui sont portés. On est dans un contexte, Monsieur le Président, dans lequel j'ai vu hier une dame en triporteur en train de dire « peaceful, peaceful » à des policiers. Elle s'est fait passer dessus par un cheval. C'est inacceptable. Vous avez des responsabilités au gouvernement. Merci, Monsieur le Président. Questions et commentaires. L'honorable député de Louis-Saint-Laurent. Merci, Monsieur le Président. Je tiens à remercier le collègue d'Abitibi pour son discours, tout également son prédécesseur, le député de Rimouski qui a pris la parole tout à l'heure, mettant bien en contexte, Monsieur le Président, la grande différence entre les événements de 1970 et la loi de 1988 évoquée par le gouvernement actuel, une loi qui avait été écrite et adoptée initiée par le gouvernement progressiste conservateur de Brian Mulroney sous l'égide du ministre Perrin Beatty, qui définissait des balises très précises et entre autres sur le fait qu'on ne devait pas utiliser cette loi-là à des fins politiques partisanes, mais bien plutôt répondre à des critères qui, malheureusement, ne sont pas répondus par le gouvernement actuel. Ma question aux collègues est la suivante. Nous avons vu pendant 17 jours le siège d'Ottawa actuellement, mais pendant 17 jours, nous avons vu un premier ministre tout à fait inactif, qui n'a strictement rien fait, qui, pire, avait dit le 11 février que les policiers avaient tout en main pour agir. Or, 3 jours plus tard, boum, il s'est réveillé et il a dit « Ah non, il faut adopter cette loi-là ». Comment le député explique ce comportement tout à fait irresponsable de ce premier ministre libéral? L'honorable député de Abitibi-Témiscamingue. Merci, Monsieur le Président. Merci à mon collègue. Non, je ne l'explique pas ce qui s'est passé, Monsieur le Président. Nous sommes dans une démocratie. Nous sommes censés être dans une démocratie. J'en ai un doute présentement. Moi, présentement, j'ai de la difficulté à me dire que je suis dans cette chambre en me sentant tellement privilégié de l'être et d'avoir une voix au chapitre. Monsieur le Président, il y a des gens dehors qui ont voulu tendre la main, qui ont voulu dialoguer. On ne leur a jamais donné la parole de s'exprimer. Je ne porte pas les propos. Je suis doublement vacciné. Je porte le masque. Je fais tout ce qui est en mon possible. Je crois encore que la vaccination est la meilleure façon de sortir de cette pandémie-là. Mais il aurait fallu être à l'écoute, Monsieur le Président. Le gouvernement n'a pas été à l'écoute de la population, des gens les plus vulnérables, des gens les plus ordinaires. Et c'est ce qui fait qu'en sorte, en ce moment, on se met dans une situation de danger. Je suis très inquiet des répercussions. Merci, Monsieur le Président. Questions et commentaires, questions and comments. L'honorable député de Windsor-West. Thank you, Mr. Speaker, and I thank my colleague for his intervention as well, serving with him on industry committees for the last number of years.
The Ambassador Bridge in Windsor in my riding is open much slower, but the barriers that were on Huron Church Road and that were also there from the trucks are now blocking side streets. Those are physical Jersey barriers for security. The OPP, the RCMP, the City of Windsor are all manning those right now. Life is not normal. As I mentioned earlier, children are missing doctor's appointments. And I'd like a direct answer from the member to express to those families what they are supposed to do. Currently, right now, their life is in disarray. It's not just businesses. It's not just emergency vehicles. It's just not simple things like groceries and trying to get life back to normal. It's people missing medical appointments, counseling, and therapy. What would you like to say to those families right now? Because those Jersey barriers that were blocking the bridge are now blocking them from the communities, and they are left to pay for this by themselves. L'honorable député d'Abitibi-Témiscamingue, une courte réponse. Merci, M. le Président. Merci à mon collègue de Windsor-West, qui est probablement une des personnes que je respecte le plus dans cette Chambre. Je répondrai à ça simplement qu'il y a aussi des nombreuses victimes dont on n'entend jamais parler, la santé mentale et autres. La pandémie aura probablement fait plus de victimes par les gens qui ont été ignorés, qui auront laissé aller leur liberté, qui auront été enfermés dans des chambres, qui auront abdiqué sur leur santé, sur leur vie, qu'on n'aura pas traité par des rendez-vous médicaux. Et effectivement, je pense qu'on a de graves questions à se poser si on en est là aujourd'hui. Merci, M. le Président. Reprise du débat.